BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bon week-end et bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech, vous le savez, de la fin de la semaine que vous pouvez retrouver en avant-première en podcast audio dès midi pétante, évidemment, en version audio, mais aussi sur la chaîne Tech & Co en vidéo, bien évidemment, et puis après le week-end, bien sûr, sur BFM Business. Je suis très heureux de vous retrouver avec, pour ce nouveau numéro tout à l'heure, l'histoire de la Xbox. Est-ce que vous vous souvenez de l'année de l'arrivée de la première Xbox ? Eh bien, c'était en 2001, c'était au CES, donc il y a quasiment 25 ans. On fera le point tout à l'heure avec Christophe Joly qui a dépoussiéré l'histoire de la Xbox. Ce sera en deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM pour réagir à l'actu qu'on va évoquer ensemble. Encore une fois, un grand merci d'être là et bienvenue. C'est parti pour De quoi je me mêle. Avec ce soir, un plateau de choix, mesdames, messieurs. On se croirait presque déjà à Noël. Mélinda Davançoula, c'est là. Salut Mélinda. Salut François, salut Anthony. Très heureux de te retrouver, Mélinda, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Pour commenter l'actualité en face de Mélinda, c'est évidemment Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François, salut Mélinda. Tout va bien Anthony ? Tout va très bien, ravi d'être ici. Voilà, le matin sur BFM Business, entre midi et 2 sur RMC, le soir, il dort. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça. Pas longtemps, mais je dors un peu quand même. Il faut bien qu'il se repose. Et quand il ne fait pas ces trois choses, il court. Ouais, aussi, c'est voilà, vrai. C'est voilà, t'as bien résumé ma vie finalement. c'est bien. Non, c'est des raccourcis. Non, mais ça se résume pas mal à ça. T'as les escape games. Ouais, les échecs. Les échecs, les jeux en ligne. Un peu de jeux en ligne. Ouais, pas mal de bouquinage aussi, j'aime bien lire. Voilà, et trop de réseaux sociaux aussi. Beaucoup trop de réseaux sociaux. Tu trouves le temps de lire dans ta journée. C'est beau, moi je trouve ça beau. J'aime bien, j'essaye de me forcer, j'aime bien. C'est bien. J'ai un amour des livres depuis très très longtemps. Tu as bien raison. Après, c'est vrai que le temps, c'est compliqué. Il faut trouver tout ça. Alors, messieurs, dames, dans l'actu, on va commencer par la bataille des lunettes connectées. Vous savez que voilà, tout le monde s'excite autour des lunettes. Alors, il y a Google qui s'est excité il y a un peu plus de 10 ans, mais c'était un peu trop tôt. Mais là, maintenant, comme on voit et comme les géants de l'électronique voient que Meta est en train de réussir son pari avec les Meta Ray-Ban, eh bien, voilà, les projets naissent de ci, de là. Amazon devrait sortir une paire de lunettes connectées pour le B2B, mais peut-être qu'un jour, ça arrivera pour le B2C. On ne sait jamais. Et Anthony, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Samsung serait sur le coup aussi d'une paire de lunettes. Ouais, absolument. Non, mais c'est ça qui est intéressant, tu as raison, c'est que tout le monde est en train de s'exciter et qu'il y a une vraie effervescence. Peut-être que c'est le nouveau form factor qui va embarquer l'intelligence artificielle et qui pourrait un jour peut-être remplacer nos téléphones. Enfin, c'était le pari, en tout cas, de Mark Zuckerberg. Et lui, il dit, on va entrer comme on a eu l'ère post-PC de Steve Jobs, on aura peut-être l'ère post-smartphone et on aura tous des lunettes sur le nez. Alors là, pour le coup, effectivement, c'est intéressant s'il y a un acteur de la taille de Samsung qui entre sur le marché. Il y a pas mal de rumeurs depuis quelques mois. Là, ça commence à se préciser. On nous dit qu'elle sortirait pour le milieu d'année 2025. Ouais, c'est bientôt alors. Donc c'est bientôt, tu vois, ça s'approche. Qu'ils auraient un objectif de 500 000 unités vendues. Donc c'est pas mal, tu vois, pour une première année sur un produit qui vraiment est très très loin d'être mainstream. Après, pour l'instant. Samsung 500 000, c'est pas beaucoup. Non, t'as raison, mais c'est un début, tu vois. C'est vraiment nouvelle catégorie. C'est une nouvelle catégorie de produits. Donc voilà, j'imagine qu'ils veulent un petit peu tâter le terrain. Ils s'allient avec Google pour ça. Je pense qu'ils en vendront plus que leur bague connectée. Ouais, c'est possible. Je leur souhaite aussi. Remarque, on s'est bien excité sur la bague connectée aussi. Mais non, mais c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des nouvelles catégories de produits. Et puis on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Mais là, sur les lunettes, je trouve que, comme tu le disais, et on va reparler de Meta, mais ils ont vraiment réussi leur coup en ouvrant cette catégorie à un produit qui est un petit peu plus large que simplement les technophiles, parce qu'ils ont fait des belles lunettes qui, en plus, ont des fonctionnalités technologiques. Je pense que le pari de Samsung, ça va être le même. Ça va être de faire des lunettes qui ressemblent à des lunettes, qui auront des fonctionnalités IA embarquées. Et d'ailleurs, on voit que sur les specs, en tout cas, ce qu'on en sait pour l'instant, ce serait le même type de caméra embarquée, quasiment, vraiment au mégapixel près. Tu as une puce AR1 donc de Qualcomm, donc c'est les mêmes puces que dans les Meta Ray-Ban. Alors après, la différence, c'est que visiblement, il y aurait un écran embarqué dans les lunettes. Okay. Donc est-ce que ce serait réalité augmentée, réalité mixte ? Bon, on n'a pas encore toutes les infos pour être clair, mais c'est intéressant de voir qu'ils sont très sérieusement embarqués dans ce projet et que donc on aura probablement des lunettes Samsung l'an prochain. Il y a quelque chose qui est intéressant avec Samsung, c'est qu'en fait, ça fait des années qu'ils cherchent à avoir des dispositifs que l'on porte. Parce que tout ça, quand on parlait de la bague ou des lunettes, le principe de base des montres, c'est on le porte et ça devient un objet tech qu'on utilise.
souvenez-vous, Samsung, ils ont travaillé aussi à l'époque sur le casque. Ils avaient tenté un casque. Quand c'était la mode des casques, ils en avaient testé un. Ils ont abandonné le produit. On se souvient de ce truc-là. Clairement, ils ont rentré en fait le smartphone dans un truc en plastique. Voilà. Après, ils ont essayé de faire, je ne sais plus comment ça s'appelait, Dreamview, je ne sais plus quoi, un peu comme le nom de ce qu'avait tenté Google. Ils ont tenté un casque qui se branchait. Ils n'y arrivent pas sur ce segment-là. Je pense que la force de Meta, ça a été de s'allier à Ray-Ban. D'ailleurs, ce sont des Ray-Ban Meta. Oui. Et plus avant tout des Ray-Ban. Et plus les Meta Story. Et des Ray-Ban qu'on connaît depuis la nuit des temps. Exactement. C'est un form factor, enfin un design qu'on connaît. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est un objet qu'on va porter qui devient tech. Et je pense que l'erreur que font beaucoup, c'est de vouloir mettre en tech, transformer de la tech en objet. Sauf que l'usage qu'on a, et on a été beaucoup, moi j'avais les premières Meta Story, je ne sais plus comment ça s'appelait, le premier modèle, elles m'ont surtout servi en lunettes, soyons honnêtes, avec de l'audio. Pareil. Aujourd'hui, moi j'ai testé les Ray-Ban Meta, franchement, on est monté en gamme, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'elles apportent un twist supplémentaire, on en parlera, qui est l'IA. Je pense que le vrai tournant de tous ces produits-là, parce qu'il y a énormément d'acteurs, il y a Oppo qui a tenté, TCL a son modèle, il y a eu un moment, tout le monde voulait ces lunettes qui permettaient avant tout de regarder, souvenez-vous... Snapchat aussi, rappelez-vous des Spectacles. Moi, je viens de tester les Snapchat Spectacles, là, les nouvelles, qui aujourd'hui sont dédiées qu'aux créateurs. Snapchat, ils ont compris le truc. Souvenez-vous, il y avait des bornes de distribution, d'achat des premières. Je sais, je m'en souviens, j'avais craqué au CES. Je m'étais acheté. Non, mais on a Et tu les as utilisées combien de fois Alors, les premières, moi, je les ai utilisées. Je pense qu'elles doivent être dans un tiroir quelque part. La boîte était énorme en plus, c'était intransportable. Mais c'était les Ray-Ban. En fait, c'était la même idée des Ray-Ban sans le design des Wayfarers. Et je pense qu'il y a quelque chose autour de ça. Aujourd'hui, eux, ils ont compris, ils font que des créateurs. Faites des filtres avec, j'ai testé les modèles. Ça. Mais il y a quelque chose qui peut être intéressant sur ce modèle-là, qui sera facile à porter. Je vous dis ça à vous, messieurs, qui avez des lunettes, par exemple, aujourd'hui. Si je vous rajoute juste de la tech, ça reste vos lunettes avec du plus. Et je pense que c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est faire des lunettes et du plus. Le problème de Samsung, c'est pas un lunetier. Et pour moi, c'est là où ils vont, là où c'est compliqué. Il faut qu'ils s'associent en fait à une grande marque de lunettes. Ils trouvent leur Essilor Luxottica comme l'a fait. Oui, mais ils ont déjà Meta. Un coup de génie. Ils ont déjà Meta et ils n'iront pas ailleurs, à mon avis. Et vous avez vu que Meta veut investir. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou pas, mais j'ai cru comprendre que Meta voulait investir, prendre des parts dans Essilor Luxottica, parce que ça va devenir une entreprise tech. C'est déjà une entreprise tech. Bien sûr. Parce que quand on voit on va dire la complexité pour réaliser des verres toujours plus fins, toujours plus lumineux, etc., c'est très intéressant. Surtout que là, parce que Essilor Luxottica, ils font des lunettes, mais ils font les verres, effectivement, et ça, c'est quand même très important. Ils font les montures. Les montures. Et sur les prochaines générations, parce que là, tu as les montures, donc il faut y intégrer les caméras, etc. Mais sur les prochaines générations, on a vu les prototypes des Meta Orion notamment, donc sont ces lunettes holographiques. Là, il va falloir faire aussi l'intégration de microprojecteurs, enfin des choses extrêmement complexes et qui devront encore, je suis complètement d'accord avec ce que disait Mélinda, être d'abord des lunettes et après un produit tech. Donc il faut que ça reste très 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 discret. Enfin, vraiment l'anti-Google Glass finalement. Google Glass, ils avaient le bon diagnostic sur la technologie, mais ils avaient vraiment le form factor horrible. Là, maintenant, on est en train de... Je pense qu'ils ont compris que s'ils voulaient que ça fonctionne dans le grand public, il fallait partir dans cette direction. Parce qu'autant une montre ou une bague, bon... Si c'est pas terrible, c'est pas grave. Mais là, les lunettes, on voit que ça, quoi. C'est au milieu de ta figure, quoi. C'est clair. Donc, si t'es ridicule avec une paire de lunettes, même si elle est hyper tech. Il faut que tu aies une raison de la porter. Il faut que tu aies une raison de la porter. Le côté, on fait des solaires ou des transitions comme ils ont fait là, ça, c'est une bonne idée parce que, par exemple, moi j'ai des lunettes, mais je les porte pas H24. Je ne vais pas avoir de raison de mettre des lunettes parce qu'elles sont tech sur mon nez toute la journée si je n'ai pas de raison de porter des lunettes. Et je pense que le problème de base, il est là. Il faut adapter la tech à quelque chose qui existe si vous voulez que ce soit porté et utilisé. Bon, tout ça est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi avec Samsung, c'est parce que là, on parle en fait, du design de la paire de lunettes et puis du hardware. Mais après, il y a tout le soft. Et on murmure que Samsung s'associerait à Google, qui serait en train de créer un OS spécial pour les lunettes. Comme ils sont en train de créer un OS pour les masques de VR, ils créeraient aussi un OS pour les lunettes. Donc c'est intéressant de voir que Samsung se tourne vers Google pour déléguer la partie soft. Ce qui aurait du sens, je veux dire, Gemini iOS, c'est Gemini iOS en fait. Oui, c'est ça, c'est Gemini iOS, absolument. Donc tout ça est très intéressant. On va voir un petit peu comment ça va se goupiller et donc arriver en 2025, visiblement.
On n'a pas de prix, on n'a rien. On n'a vraiment rien de plus pour l'instant, mais ça va se préciser au fil des mois. On vous tiendra informé, évidemment. Et alors, on a un petit peu abordé le sujet, mais on va y revenir parce que c'est vrai que on disait l'un des gros succès de cette année, c'est les Meta Ray-Ban qui se vendent comme des petits pains. Je crois que c'est l'une des paires de lunettes les plus vendues dans le monde en ce moment. Enfin, c'est dingue. C'est le modèle le plus vendu de Ray-Ban, en tout cas. De Ray-Ban. Et une mise à jour arrive enfin en France, qui permet à ces lunettes de devenir un petit peu plus intelligentes. Bah oui, c'était la critique qu'on formulait, nous, Français, par rapport à ces lunettes, c'est qu'en fait, on n'y avait pas vraiment accès, parce qu'on pouvait acheter les lunettes, on pouvait, filmer, utiliser la caméra, mais toutes les fonctionnalités intelligence artificielle, qui sont l'argument commercial principal de la dernière version de ces lunettes, eh bien, on n'y avait pas accès pour des questions réglementaires, voilà, de compatibilité, on ne savait pas trop si c'était avec le DMA. C'était RGPD, voilà. En tout cas, on n'y avait pas accès. Et bien là, ça y est, via une mise à jour, on commence à avoir accès à certaines fonctionnalités. Pas tout. Voilà. Alors, tu as raison de le préciser parce que on a en fait le chatbot Meta AI, donc tu peux discuter avec tes lunettes. C'est la version du chatbot qui est d'ailleurs disponible dans Messenger, pas encore en France et dans WhatsApp, mais on espère que ça va arriver. Mais là, on l'a en français dans les lunettes. En français, absolument. Donc c'est en français. Donc tu peux parler. En revanche, tout ce qui est utilisation de la caméra pour analyser l'environnement qui t'entoure, ce qui est quand même un des éléments très intéressants de ces lunettes, ça, tu peux toujours pas le faire. Alors, est-ce que c'est un problème de mise à jour et ça va arriver, ou est-ce qu'ils ont encore une petite réticence par rapport à la réglementation européenne? Je sais pas, tu as la réponse, toi? Alors, je n'ai pas de réponse formelle, mais clairement, vous savez, il y a un débat en France sur le fait que, normalement, on n'a pas le droit de filmer les gens comme ça, on n'a pas le droit de photographier dans la rue, et donc la CNIL s'est penchée sur le cas des Ray-Ban Meta, sur le fait que de les utiliser sur la voie publique, et ben en fait, c'est un peu, on est limite, quoi. Donc je pense que les principales fonctions qui vont nous manquer sont en effet, par exemple, regarder une image et dire hey Meta, dis-moi ce qu'il y a sur l'image, analyse-moi un QR code et tout. Ça on peut pas. Ouais, mais ça c'est hypocrite parce que tu peux filmer avec ces lunettes. Donc est-ce qu'on pourrait carrément interdire les lunettes? Mais c'est exact. Et ben tu touches du doigt le problème. C'est que là, la CNIL se penche sur le fait que il faudrait peut-être les interdire de l'espace public. Et là, c'est quand même bête, parce que ça reste des lunettes. Personne ne vous empêche de photographier dans l'espace public, par exemple, avec votre smartphone. Non, mais tu pourrais très bien, comme c'est de l'IA, interdire à l'IA d'identifier des personnes, par exemple. Mais des objets, oui, des monuments, des rues. Oui, sachant que les lunettes ont déjà été détournées, tu sais, aux États-Unis, il y a des mecs qui les ont couplées avec un logiciel de reconnaissance faciale. Et donc, en scannant la foule dans la rue, ils arrivent à identifier instantanément une personne et à avoir tous les renseignements sur les réseaux sociaux. Des vidéos incroyables où tu vois ces mecs qui se baladent sur leur campus et ils disent ah toi tu t'appelles machin et puis tu viens de telle ville et tu fais tel type d'études et ça c'est rendu possible par la technologie. Alors après tu peux toujours ils récupèrent la data de quoi, de Facebook à ce moment-là? Ouais, alors je crois qu'en fait ils ont créé un truc où ils couplent la reconnaissance faciale au réseau. Ouais, ou alors avec. Non, je crois qu'ils utilisent d'ailleurs. Il faut bien qu'ils tapent dans une base de données. Je crois qu'ils utilisent. Alors, de mémoire, je crois pas dire de bêtises, je pense qu'ils utilisent Pimize. Tu sais, c'est un logiciel de reconnaissance faciale qui, en fait, scanne, fait du web scraping, récupère toutes les images sur Internet et est capable d'identifier à partir d'un visage ton profil sur les réseaux sociaux. Ce qui est un outil absolument délirant par ailleurs. On pourra en parler. C'est redoutable, ce truc-là. C'est redoutable, absolument mais dingue. Aux US, tu peux. Chez nous, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ça. Donc, le problème qu'ils vont avoir, Meta, c'est qu'ils ne feront pas une version spéciale pour l'Europe. Non. Soyons clairs, de Meta AI. Ils couperont. Donc, il y a des fonctions qu'on n'aura pas. On n'aura juste pas les fonctions parce qu'ils ne vont pas s'embêter à dire attention, parce que là, dans tel pays, j'ai le droit à ci, à ça. Donc, moi, je ne sais pas à quel horizon on aura l'intégralité des fonctions. C'est embêtant parce qu'après, on se retrouve avec des continents à deux vitesses technologiques. Toujours, on est en train d'y venir. C'est tout ça dans plein de domaines. L'IA, bien évidemment, mais il y en a d'autres. C'est un décrochage général. Ouais. Alors bon, c'est sûr qu'il faut quand même réguler tout ça, essayer de vérifier, mais... voilà, tu vois, le réguler. Comment interdire dis-moi ce qu'il y a autour de moi, ceci est la Tour Eiffel, tu vois, ça va quoi. Ça part d'une bonne intention, mais on est en train d'avoir tellement de garde-fous qu'on prend le risque, comme tu dis, de se retrouver en retard. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que, voilà, alors quand je vois que maintenant l'Europe veut attaquer Apple parce qu'ils font deux stores, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais il faut qu'on fasse gaffe, je pense à ça en Europe, c'est qu'à vouloir se protéger de tout, on va finir par rien avoir. Ouais, c'est clair. Bon,
En tout cas, si vous avez les méta Ray-Ban, n'hésitez pas à les mettre à jour pour tester la reconnaissance vocale. C'est intéressant parce que vous pouvez même passer par exemple des appels. Vous avez votre téléphone dans la poche, vous dites ben voilà, appelle Mélinda Davansoulas, tac, automatiquement ça se fait. Et vous pouvez passer un coup de fil. Il faut déjà le numéro de Mélinda. Évidemment, si nos auditeurs le testent. Oui, alors, mais ça va pas marcher. Tu sais quel est le pire, c'est qu'il faut surtout que ton IA ou ton assistant vocal comprenne bien mon nom. Parce que c'est vraiment le souci que j'ai avec tous les assistants vocaux, c'est qu'il n'y en a aucun qui comprend. Donc je ne vous dis pas comment parfois il faut prononcer mon nom, qui n'a quand même rien de compliqué sur la feuille. Remarque, tu avais vu l'extrait de Céline Dion là, qui essayait de lancer Siri, c'était il y a 15 jours. Vous avez vu ça? Ah non, j'ai pas vu ça. C'est incroyable. Céline Dion, donc elle-même, demande à Siri de lancer une de ses chansons. Et Siri comprend pas en fait. C'est pas vrai. Elle s'y reprend à 3 fois, donc en anglais. Et puis elle lui dit bon bah je vais le faire avec l'accent vraiment français. Et donc elle le fait en anglais mais avec un accent très Frenchy. Et là ça part. mais fais ça avec quand tu veux lancer des chansons sur Alexa, Google ou Siri. Tu veux lancer une musique. Il y a des chanteurs qui ont des noms, tu vois, enfin, je vais te donner un exemple parce qu'on s'était marré. Tu demandes Mylène Farmer, ça peut comprendre. Tu demandes Jean-Pierre Madère. Non, il faut dire Jean-Pierre Madé parce qu'il ne connaît pas Jean-Pierre Madère. Jean-Pierre Madé. Jean-Pierre Madé, le pauvre. Mais Mylène Farmer, ça marche, tu vois. Donc il y a des trucs comme ça. Et parfois, la prononciation, il ne comprend pas tout. On en apprend pas mal sur les playlists de Mélinda. Oui. Moi, j'ai des playlists catastrophiques. Mylène Farmer, Jean-Pierre Madère, ça pue les 80s quand même. Je vais vous dire un truc. Il y en a un des deux que je peux réécouter. Je ne dirai pas lequel. Jean-Pierre Madère, pétard. Ouais. On va loin quand même. Je ne pensais pas qu'on prononcerait ce nom un jour dans De quoi je me mêle. Vraiment, mais c'est clair. C'est impressionnant. D'ailleurs, peut-être c'est sûrement ça. Voilà, s'il nous écoute, on le salue, Jean-Pierre bien Madère. Sûr. Alors, dans l'actu, on a d'autres choses hyper intéressantes et notamment la bataille des réseaux sociaux. Vous savez que depuis que Donald Trump a été élu président des États-Unis, bien voilà, Elon Musk va devenir un peu en quelque sorte son bras droit. On ne sait pas trop quelle va être la puissance d'Elon Musk, mais en tous les cas, ça a l'air d'être assez costaud. Et Elon Musk, bien évidemment, c'est le patron de X. Et il y a eu une espèce comment dirais-je, de rejet de X suite en fait à l'arrivée d'Elon Musk au gouvernement Trump, et ça a profité à un réseau social qui est concurrent, qui est Blue Sky, qui d'un coup a vu son nombre d'utilisateurs exploser. Anthony, c'est incroyable. Absolument, là ils viennent de dépasser les 20 millions d'utilisateurs, alors ce qui est bien, c'est pas au niveau de Twitter, enfin de X maintenant, qui doit coûter 350 ou 400 millions d'utilisateurs, mais quand même, sur ces dernières semaines, là, c'est assez notable. Oui, pour vous dire, Blue Sky, janvier 2024, ils étaient à 5 millions. Ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, ils ont pris 15 millions en même pas un an. Ouais, puis ils sont débordés, apparemment, y compris en termes de modération et tout, parce que vraiment, ils ont un afflux auquel ils ne s'attendaient pas forcément. Ça va devenir Twitter. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant, je trouve, sur ce que ça dit, cet exode. Le fait que les gens aillent vers Blue Sky, donc qui est un clone de X ou de Twitter, hein, ça a été d'ailleurs créé par Jack Dorsey. Par Jack Dorsey, donc qui a quitté depuis l'entreprise. Mais enfin, en tout cas, c'est vraiment le même type de fonctionnalité, le même type de user experience, comme on dit. Donc, c'est vrai que les utilisateurs ne sont pas perdus. Ils perdent de la visibilité parce que forcément, il y a moins de monde, mais ils perdent pas leurs repères. Mais c'est assez intéressant de voir effectivement cet exode relatif, encore une fois, de X, qui, pour moi... je vais dire, moi, de mon point de vue, c'est un petit peu hypocrite. On a vu un certain nombre de stars, notamment, qui clamaient haut et fort, voilà, un peu en mode Jean Moulin des bacs à sable. Moi, mais je quitte X parce que voilà, c'est Elon Musk, c'est Trump, tous ces gens-là, c'est des très très méchants, et nous, on va aller avec les très très gentils sur Blue Sky. Tu vois, c'est un peu ça, en fait. Et puis, c'est plus facile de quitter Twitter que de revendre sa Tesla. Aussi. C'est non, ça. C'est une bonne remarque. Non, mais c'est vrai. Je serais intéressé de voir tous ceux qui sont là, qui sont remontés contre Elon Musk. Les gars, qu'est-ce que vous faites de votre Tesla? Tout à fait. Ou de quitter les États-Unis, comme un certain nombre de personnalités avaient dit qu'ils le feraient si Trump était élu. Donc, tu vois, c'est plus simple de quitter Twitter. Donc, on a eu Stephen King, alors moi que j'adore en tant qu'écrivain, qui est vraiment un de mes écrivains préférés. Je suis fan énorme de Stephen King. Je suis pas toujours fan de ses prises de position sur X, mais bon, après, il a le droit de les avoir. Mais bon, il a dit, moi, je pars, c'est comme ça. Mark Hamill aussi, l'acteur de Star Wars. Enfin, il y a eu plein de stars comme ça, et puis plein de gens. Il y a des journaux aussi, et des médias qui commencent à quitter X. Alors peut-être pas pour aller sur Blue Sky, mais il y a Ouest France par exemple qui a annoncé ça. Ouais. Mais c'est vrai The Guardian aussi. The Guardian aussi, ouais, donc des gros médias. Moi je trouve que dans beaucoup de cas, je ne veux pas généraliser, mais ça fait penser à ce que les Américains appellent du virtue signaling, c'est-à-dire je fais un truc et j'annonce que je le fais et que je suis dans le camp du bien d'une certaine manière, alors que Twitter, faut l'accepter, ou X,
comme il l'est, pour moi, c'est devenu un cirque complètement foutraque où tu as de l'information, tu as du grand n'importe quoi, tu as des clashs, ça s'engueule. Moi, j'aime bien globalement. Voilà. Après, j'ai des critiques à faire sur le X tel qu'il existe aujourd'hui. J'y reviendrai peut-être après. Mais globalement, je trouve que ça vaut pas le coup de fuir pour aller sur Blue Sky. Bon, c'est plus de la prise de position, c'est sûr. Est-ce que ce sera mieux sur Blue Sky? On ne sait pas. Pour le moment, Blue Sky, moi, ça me rappelle les débuts de Twitter. Ouais, si j'ai le droit de dire Twitter. Là, j'ai le droit de dire Twitter. Tu peux. 2008, j'ai le droit de dire Twitter, où il y avait un côté un peu entre soi. On trouvait, voilà, moi j'étais journaliste déjà, donc on avait tous les journalistes qui étaient dessus. Beaucoup d'ailleurs de la presse sportive à l'époque et moins de l'actu. On avait aussi toute l'arrivée des petits jeunes qui sortaient d'école ou qui étaient encore en école de commerce, tous ceux qui après ont fait beaucoup parler d'eux, qui étaient là en train de se chicaner à l'époque assez gentiment. Et on était dans la démonstration. Là, pour le coup, on était sur Twitter parce qu'on était des gens bien. Et c'était pas pollué par aussi tout ce qui a pris de l'ampleur sous Musk. Et je pense que le vrai problème qu'ont les gens, et moi la première sur X, c'est ce côté monter des Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est devenu du grand n'importe quoi, mais je suis moins positive que toi. Sur le coup, j'ai du mal à avoir de l'info. J'ai beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi. J'ai beaucoup de gens qui s'engueulent. C'est devenu d'une agressivité sans borne. J'avoue que moi, j'y suis de moins en moins parce que je ne trouve plus ce côté un peu cercle vertueux d'échange d'informations, de gens qui sont capables de débattre poliment. Et il y a toujours quelqu'un qui vient mettre le Bronx, qui vient sous pseudo de manière extrêmement agressive. J'en ai encore là, j'en ai encore eu un ou deux de gens. Et en plus, mais tout dépend de la posture que tu as avec X. Moi, je trouve. Déjà, il faut savoir l'utiliser. Tu vois, moi, j'ai appris un truc tout bête et vraiment, j'ai honte parce que, bon, voilà, ça fait quand même pas mal d'années que je suis sur Twitter, sur X. Auparavant, je regardais l'onglet pour vous. Et je me disais, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, quand tu choisis l'onglet abonné en fait avec les gens que tu as suivis, c'est déjà un petit peu plus fréquentable. Mais malgré tout, les algos te poussent des trucs dégueulasses. Mais je pense que c'est comment dire, il faut être prêt à aller sur X et avoir une espèce de, si tu veux, d'armure psychologique en disant, et surtout avoir le recul nécessaire. Parce que, évidemment, bon, voilà, on s'en prend plein la gueule, tous. Surtout que nous, on est des personnalités médiatiques. Parfois, on se fait un peu tacler, tu vois. Il faut avoir le recul nécessaire. Il faut avoir le cuir solide. Non, mais d'un côté, moi, je trouve que c'est un outil encore aujourd'hui efficace pour apprendre des choses et pour suivre l'actualité. Mais c'est pollué et je trouve qu'on n'arrive plus à avoir des débats constructifs qu'on avait encore il y a, je dirais, allez, il y a un an. Non, mais ces derniers mois, ça a quand même été n'importe quoi. T'as raison sur le fait qu'il y a une agressivité. Enfin, les gens viennent vraiment très très vite à l'insulte, quoi, alors que tu peux juste discuter, même si tu n'es pas d'accord. Mais de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. Moi, les trucs que je reproche à X tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'on a un réseau social à deux vitesses. Depuis que Elon Musk a racheté, il y a ce truc où tu peux avoir ton compte. Alors avant, c'était la certification. Maintenant, tu as compte payant, compte pas payant. Et si tu as un compte pas payant, en fait, tu vois plus rien. Tu vois plus rien. Tu n'es plus référencé. Et ça, je trouve ça quand même très dommage. Alors, pas pour moi, parce que je poste très très peu. Donc, si tu veux, c'est pas pour les 10 retweets que je faisais que ça change quelque chose. En revanche, je pense qu'il y a des gens qui ont des trucs très intéressants à publier, mais juste parce qu'ils n'ont pas payé l'abonnement, en fait, leur post se retrouve noyé dans la masse. Ça, je trouve que c'est dommage, que ça nuit vraiment à la qualité du réseau de manière factuelle. Et le deuxième truc, c'est le manque de modération, mais pas le manque de modération dans le sens, bon, les contenus haineux et tout. Alors, il y a des algos qui font un peu le taf et tout, mais je trouve que, très souvent, par exemple, on se retrouve avec des contenus pornographiques, tu vois. Je veux dire, tu ouvres un fil et ça pop, tu sais pas. Mais moi, j'en suis gêné même au boulot. C'est-à-dire que des fois, tu ouvres une conversation et tu te retrouves avec des photos de filles à poil. Mais attends, mais c'est quoi s'il y a des gens qui passent autour, ils vont croire que, tu vois, Non, mais c'est super vite. Alors, tu fais ça que chez toi, quoi. En général, tu ne fais pas la radio. Non, mais c'est ça. Non, mais franchement. C'est sa lecture. Voilà, c'est ça. C'est ça, les fameuses lectures. Non, mais franchement, c'est quand même. Pour le coup, je pense que c'est un truc en plus qui doit être supprimable. C'est Stephen Quinn que tu lis, en fait. C'est ça. Excusez-moi. Je te donnerai mes références. On va un peu loin. Le fameux j'ai arrêté les bots, grâce à moi, il n'y a plus de bots sur Twitter, sur X de Musk. Non, mais il y a un vrai problème sur ce que tu dis qui est vrai, c'est le fait qu'on ne peut plus utiliser Twitter de manière équitable. Aujourd'hui, si vous ne payez pas, vous ne voyez pas, on ne vous voit pas et vous ne voyez plus les contenus intéressants. Pour moi, rien que ça, déjà, c'est un problème. On pourra en parler pendant des heures, mais j'aimerais qu'on enchaîne parce qu'on a d'autres sujets hyper intéressants, comme par exemple du côté de chez Apple. Alors vous vous dites, qu'est-ce qu'ils vont encore raconter du côté d'Apple? Eh bien, écoutez, il y a des choses quand même, malgré tout, intéressantes.
c'est une petite rumeur, mais c'est une rumeur qui nous a hérissé le poil, parce que ça fait des années que on entendait parler d'un projet de télé Apple. Alors, Apple est déjà dans la télé, hein, avec Apple TV, donc le boîtier, avec Apple TV+, puisqu'ils conçoivent en fait des programmes, et ils dépensent beaucoup d'argent, peut-être même trop parfois, sur certaines séries et contenus. Mais alors, là, la rumeur qui revient, et c'est toujours Mark Gurman, vous savez, on va dire la taupe chez Apple, qui a toujours des infos incroyables, et souvent qui s'avèrent être exactes, qui dit que le projet de télé Apple, donc une télé, un écran Apple, reviendrait sur le tapis. C'est ça, ce serait en réflexion, en cours de réflexion chez Apple. Alors il n'y a pas de projet définitif, et c'est vrai que c'est une sorte de serpent de mer, parce que l'Apple TV, mais la télé Apple, c'est un truc dont on parlait depuis Steve Jobs. Alors on sait que, pour le coup, ça a été un projet d'Apple, parce que c'est dans la biographie de Steve Jobs par Isaacson, qui disait qu'il avait un projet de télé Apple à l'époque de Steve Jobs. Bon, voilà, il voulait révolutionner la télé, il voulait en faire un truc simple, un truc qui serait connecté à l'écosystème Apple. Alors, est-ce que ça... Enfin, c'était à l'époque avant l'arrivée des Smart TV, donc si tu veux, aujourd'hui, est-ce que ça a toujours du sens, si tu veux, C'était une Smart TV avant l'heure. C'était une Smart TV avant l'heure, voilà, exactement. Donc là, s'il se relance sur ce projet-là, quelle forme ça pourrait prendre? Franchement, j'en sais rien. On est sur un marché, en plus, la télé, c'est un marché hyper concurrentiel, où les marges sont comme ça, n'existent quasiment pas. Donc comment est-ce qu'il se positionnerait par rapport à ça? Avec un savoir-faire incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les ténors de la télévision, savent faire les dalles, savent avoir un traitement vidéo. Apple repartirait de zéro, en fait, dans ce domaine-là. Donc ça paraît très compliqué. Après, c'est vrai que c'est assez cohérent avec ce dont on parlait la semaine dernière ou il y a 15 jours sur les ambitions d'Apple dans le domaine de la maison. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment être partout dans la maison, des caméras de vidéosurveillance, on a dit qu'ils travaillaient là-dessus, des systèmes de domotique avec un écran qui permettrait de tout piloter. Donc une télé, dans cet écosystème-là, ça pourrait avoir du sens, mais alors quelle forme ça prendrait? Pour l'instant, on n'en sait rien. Qu'est-ce que tu en penses, Mélinda, de ce projet de télé Apple? Ça se trouve, dans 2 ans, on dirait que je vais dire n'importe quoi, mais je n'y crois pas du tout. Tu n'y crois pas du tout? Je n'y crois pas du tout, pour la simple et bonne raison que je ne vois pas ce qui pourrait apporter de plus. Aujourd'hui, comme dit Anto, le marché, il est ce qu'il est de l'écran, il y a des Smart TV, il y a déjà tout. En fait, qu'est-ce qu'il y a de plus à apporter? Mais en revanche, je pense beaucoup plus vu qu'ils ont leur Pro Display, machin là d'écran, ils ont des écrans pour les PC, ils ont des iPads. Qui coûtent très cher. Je pense plus à quelque part un très grand iPad. Je ne sais pas si vous avez vu, hier, Amazon a lancé son Echo Show 21. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas. 21 pouces. 21 pouces. L'Echo Show, pour moi, est une bonne idée. Aujourd'hui, il existe en 15, de centrale de la maison qui pilote tous vos appareils, qui vous propose un environnement télé, qui vous propose de la surveillance. Et je pense que c'est ça qu'Apple vise. C'est-à-dire, je pense que cet écran, en fait, c'est le fameux projet du HomePod avec écran, le fameux écran qui doit tout piloter. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent parce qu'ils cherchent un form factor, mais je les vois plus partir sur un produit à la Echo Show 15 ou 21, donc, mais en grand format, qui soit un hub central de la maison. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez piloter votre maison connectée, Apple, il vous faut un hub qui est votre iPad qui reste à la maison, ou l'Apple TV, ou votre iPhone, le HomePod mini. Tu vois. Donc, finalement, il n'y a rien, à part votre iPad, mais que vous n'avez pas, avec un écran qui soit central, qui puisse, tout le monde va passer devant et va pouvoir l'utiliser. Moi, je crois plus à quelque chose comme ça, que vous pourriez mettre dans la cuisine, qui aurait Apple TV+, d'où l'aspect télé. Mais est-ce que tu crois que les Echo Show, c'est un succès chez Amazon? Et en fait, là encore, je me dis, est-ce que c'est pas une fausse bonne idée? Est-ce qu'on est prêt à mettre, parce que imagine un iPad de 21 pouces, combien ça va coûter chez Apple, collé au mur? Ça va coûter une blinde. Je pense que l'Echo Show d'Amazon est une excellente idée. Ah non, mais je suis d'accord. Mais qui est mal communiquée aux gens. Ils ont sorti le Echo Hub chez Amazon, qui est pour le coup la centrale de pilotage à l'ancienne. Vous savez, quand on a les premiers pas de la domotique filaire où on faisait des trous dans les murs, tout le monde avait une espèce de petit module central pour tout commander. On s'aperçoit aujourd'hui que les gens ont besoin de ça, parce que la commande vocale, ils en ont peur, ou ils sont pas sûrs, et machin, donc ils veulent un écran où tu appuies sur un bouton et ça marche. Je pense qu'Apple réfléchit à ça. Et cet écran, il le verrait plus grand qu'un iPad. Ça fait des années qu'on parle d'un iPad plus grand que le 13 pouces. Moi, je pense que c'est ce fameux objet central de la maison, ce fameux HomePod avec écran, donc un truc qui a un bon son, pour pouvoir diffuser Apple TV. Ouais, c'est vrai. Puis surtout, il y a aussi l'aspect, tu vois, ils voudraient sortir une télé, mais
En même temps, ils sortent le Vision Pro qui est censé remplacer la télé. Tu vois, ils ont trop de produits, ils ont déjà des produits pour remplacer. Et on n'arrête pas de dire que la télé, c'est plus ça, les gens n'en veulent plus, ils veulent faire autre chose, regarder sur leur ordi. Pour moi, ce ne serait pas cohérent dans leur réflexion habituelle de sortir soudainement une télé. C'est trop tard. Un petit rétroprojecteur, sinon. Oui, mais c'est pas... mais le problème, le rétroprojecteur, c'est que ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est ça, c'est trop de niche. Alors tu verras, il faut que tu aies de la place pour projeter l'image. Vision Pro aussi, mais c'est plus facile à transporter. Mais je crois plus à un iPad géant. Ouais, ça en tout cas. Un iPad géant avec un bon son, avec un très bon son. Et aujourd'hui, les iPads Pro ont quand même du son qui est de qualité, qui resterait dans la maison. Voilà. Je pense Amazon n'est pas capable de communiquer bien son Echo Show 21. Ou 15, je pense que tu mets le même produit chez Apple, et là, tout le monde pense que c'est le produit de l'année. Bon, écoute, on attendra, on verra bien ce qui va se passer. Dans l'actu, Mélinda, tu voulais nous parler d'un casque audio. Oui. Que tu as reçu à la rédaction, voilà. Qui est très bien emballé, il est superbe. Quand tu es arrivé tout à l'heure, je pensais que c'était ou des macarons qu'il y avait à l'intérieur, ou un chapeau, ou un chapeau. C'est la boîte à chapeau. C'est ça qu'il y a un côté boîte à chapeau. C'est vrai, il y a un côté boîte à chapeau, mais à l'intérieur, il y a un casque. Casque d'un design assez minimaliste, d'une couleur hyper discrète. On est sur du quoi? C'est gold pétant là. C'est un peu soirée quoi. Un peu soirée. Dubaï, comme on disait. Voilà, un peu Dubaï, un peu bling-bling. C'est français, messieurs. Voilà. Un casque français. Alors ça, d'accord. Ça s'appelle Vivon ou Vivoine, si vous voulez faire international. C'est le Vivon Pure Plus. Alors pourquoi je vous le montre? Vous allez me dire un énième casque qui est plutôt confort. Il y a qui derrière cette marque? On sait qui c'est ou pas? Vivon, c'est une start-up, c'est un spécialiste français de l'audio assez haut de gamme qui avait fait une collaboration avec Swarovski. Si vraiment tu as beaucoup d'argent, ça fait partie de ces françaises. Ouais, toi qui es fan de son en plus. Tiens. Vivon. Vivon, V-I-W-O-N-E. Pourquoi je vous parle de ce casque? Parce que j'ai trouvé ça drôle sur le marché. Alors au-delà du packaging, je trouve ça drôle aujourd'hui d'avoir un casque audio d'une très bonne qualité sonore qui vous propose d'embarquer vos MP3. Voilà, MP3 Alors, je dis MP3, c'est pour schématiser. Ça fait 20 ans qu'on connaît cette fonctionnement. Hein. Alors là, Jean-Pierre Madère et MP3. Alors si tu veux écouter Jean-Pierre Madère en MP3... T'as le MP3 de Jean-Pierre Madère? T'inquiète pas, je vais te le mettre sur le casque. Alors, pour tous ceux qui ont gardé leur meilleur titre de Jean-Pierre Madère et Mylène Farmer sur leur ordinateur, sachez que vous pouvez les charger en fait sur le casque et vous barrer sans avoir à connecter ça forcément, connecter votre smartphone. Parce qu'il y a dessus 64 Go de stockage. Ok. Ah oui. Donc vous pouvez, donc ça fait 200 heures de musique à peu près. Tu les transfères par un port depuis USB, ton ordinateur. Voilà, tu as des câbles. Un bon vieux glisser-déplacer comme on faisait à l'époque avec le baladeur MP3. À l'ancienne, je vous fais une spéciale rétro aujourd'hui. Mais tu sais qu'on en parlait quand on préparait cette émission. Et moi, je me souviens, il y a peut-être une vingtaine d'années, d'une marque chinoise qui avait sorti un casque comme ça, sur lequel on pouvait balancer ses MP3 pour les écouter. À l'époque des lecteurs MP3, en effet, sur les casques, on pouvait embarquer ça. Donc voilà. Alors évidemment, si vous avez les lecteurs Fio, les trucs hyper qualitatifs de Walkman numérique, aujourd'hui, ça ne va pas forcément être utile pour vous. Mais pour tous ceux qui ont juste du son, qui n'ont pas forcément que les services de streaming, même si beaucoup de gens sont passés aux services de streaming, également accessible évidemment depuis l'application et tout votre smartphone dessus. Ah oui, c'est ça, je vais dire. T'es quand même relié au téléphone parce que c'est Bluetooth quand même. C'est un casque qui peut être Bluetooth ou filaire. Vous avez tous les câbles qui sont fournis, mais vous pouvez juste charger votre musique. Il y a encore des MP3. Mais oui, alors c'est ça. Alors moi, mais où est-ce que tu peux trouver des MP3? Alors c'est des gens qui ont des bibliothèques musicales de folie sur l'ordinateur depuis des années, ou qui parfois ont numérisé des vinyles. Et que tu ne peux pas passer en streaming. Et la qualité, honnêtement, quand tu es sur des bons systèmes de compression, des bons codecs, c'est quand même autre chose que tes services de streaming. Donc voilà, ce casque-là, d'un point de vue audio, honnêtement, il est très très bien. Il a 40 heures d'autonomie, donc vous pouvez y aller. Il est disponible. Bon là, je vous l'ai pris flashy parce que c'est plus beau à l'image, mais il existe aussi en noir, pas qu'en doré. Il s'appelle le Rebelle, c'est ça? Il s'appelle Pure Plus. Parce que là, je suis sur leur site, il y a un casque comme ça qui s'appelle Rebelle. Ils ont tous à peu près le même design. C'est du il se plie. Il se transporte facilement, vous n'êtes pas obligé d'embarquer la grosse boîte à gâteau. Accès radio et tout. Voilà, c'est un casque qui fait le job. Je pense qu'il est peut-être un positionnement qui est un petit peu cher. Il a 349 €. En plus, même si la qualité audio, honnêtement, est très très bonne, je trouve que c'est peut-être un peu cher. Donc à Noël, si vous avez quelqu'un qui a une grosse bibliothèque MP3. Moi, j'ai un gros. Il y en a un à 2499. Mais oui, ça doit être le Swarovski, non? C'est le Eternal.
2499. Non, mais c'est des spécialistes du son. On est sur un truc, tu sais, à la focale un peu. C'est-à-dire que c'est la qualité du son. Bon, enfin, même avec une qualité du son, 2500 balles pour un casque. Oui, non, mais là, tu es sur autre chose. Bon, les focales, je crois que tu démarres à 700, 800 balles. Hein. Ouais, okay. Ils en ont peut-être sorti un Bluetooth qui est un petit peu moins cher, mais tu es sur des casques. Oui, c'est les cristaux de Swarovski. Il y en a 2324. Il y a un mec qui a compté. 2300 cristaux Swarovski. Ouais, pour 2500 balles, ça vaut le coup. Ça fait pas cher, le cristal. Ça fait un peu plus d'€1 le cristaux. Ah, ça le va. cristal, pardon. Tu peux dépioter les cristaux et les revendre à l'unité. Tu peux les revendre. Tu vois, c'est pas mal. Mais bon, voilà, on salue cette start-up française. Je voulais signaler qu'aujourd'hui, pour les amateurs, parce que j'en connais, des gens qui ont énormément de musique sur leur ordi et leur serveur, il y avait ce casque qui vient de sortir. Moi, j'avais des MP3, mais à l'époque, c'était il y a un moment, quoi. Ah, moi aussi. Je trouve que le game changer, ça a été le streaming, quoi. Bien sûr. Mais je connais beaucoup de gens, moi, qui ont ça et qui ne veulent pas du streaming. Ils veulent pas du streaming. Déjà parce que souvent, ils ont des morceaux que eux ont numérisés à l'époque et qui n'existent pas, parce que tout n'existe pas sur le service de streaming. Mais c'est vrai que ça s'adresse quand même à une niche. Mais pour ces gens-là, je voulais vous dire quand même que ça existait. Ok. Parfait. Tiens, une dernière petite news. On va parler jeux vidéo. Toujours toi, Mélinda. Et alors, évidemment, Anthony va pouvoir enchaîner là-dessus aussi. C'est, vous savez, le Portal Sony, cette espèce de manette écran qui était sortie, quoi, il y a un an ou deux ? Il y a un an. Il y a un an. Qui est un très bel objet, mais je me souviens, on en avait parlé, on se demandait à quoi ça pouvait servir, on se grattait la tête en se disant... J'étais un peu sceptique. Voilà. Et là, visiblement, il y a une mise à jour qui redonne de l'intérêt à ce produit. Mais qui change tout. Je vais vous le dire clairement, qui change tout. C'est un produit, le PlayStation Portal, pour vous donner une idée, c'est un écran de 7 pouces avec, comme si vous aviez coupé la manette DualSense de chaque côté. Et donc, vous le prenez, ça sert normalement à streamer vos jeux que vous avez sur votre console PS5 sur cet écran. Donc, si vous êtes, je sais pas, au lit, où vous voulez, ou en vadrouille, avec une connexion Internet assez stable. Il avait d'énormes limitations. Déjà, si vous n'étiez pas sur un réseau Internet au début où il suffisait juste de se loguer et de rentrer un code, genre mettre des logins, c'était mort, vous ne pouviez pas. Ça, c'était un gros problème au début. Et surtout, si vous aviez des abonnements PlayStation Plus, vous n'y aviez pas accès. Tout ça, au bout d'un an, c'est corrigé. Ça, c'est quand même déjà... Mais on n'a même plus besoin d'avoir une console, je crois. Et bien voilà, la nouveauté... Tu es en train de me spoil mon info. Oh, pardon. non, mais parce que... C'est qu'ils vont faire ce qui s'appelle chez PlayStation le cloud streaming, c'est-à-dire streamer vos jeux directement via la connexion Internet et via l'abonnement PlayStation Plus Premium. Vous allez pouvoir streamer des jeux qui ne sont pas à vous, en fait, qui ne sont pas stockés sur la console. Ah ouais, ça c'est beaucoup mieux. Et désormais, comme tu le dis maintenant, via cet abonnement-là, vous n'aurez plus besoin de console. C'est-à-dire qu'il vous suffit juste de cet abonnement qui est quand même à 17 balles par mois. Donc on achète le Portal, le 17 balles par mois du PlayStation Plus Pro, je sais pas quoi là. Voilà, exactement, Premium. Et là, je peux jouer aux jeux PlayStation. Et là, pour le moment, tu as environ une centaine de jeux, ça va être un catalogue qui va grossir, auxquels vous avez accès via le PlayStation Plus. Vous pouvez déjà streamer, en fait, quand vous êtes abonné au PlayStation Plus Premium. Oui, tu peux streamer mais sur ta console. Sur ta console. Et là, ou sur un PC. Mais là, la nouveauté, c'est que ça marche aussi sur le portable. Et là, maintenant, ça va marcher sans avoir de console. Et donc, c'est le retour du cloud gaming, en fait. C'est du cloud gaming à la sauce PlayStation. C'est ça, bon, ça, c'est complètement ça. Oublie dans le TGV, par exemple. Dans les transports, c'est dead. C'est trop instable. Honnêtement, avec une bonne connexion 5G, éventuellement, mais alors là, vous flinguez votre connexion. Dans le TGV, ça coupe c'est mort. d'une minute à l'autre. Donc il faut, en fait, c'est là la limitation de ce truc-là, c'est que en fait, il faut que tu joues dans un endroit où tu as un excellent réseau, la fibre, un bon Wi-Fi, etc. Ça, c'est le principe du cloud gaming. Mais c'est vrai que je trouve que c'est paradoxal par rapport au form factor de cet objet. Tu te dis, tu l'emportes, tu l'as dans ton sac à dos, tu le sors et tu joues. Parce que tu as la Switch en tête, en fait. Mais c'est comme une Switch, alors il faut une connexion. En fait, c'est vraiment du cloud gaming. Et là où c'est intéressant, c'est que le PlayStation Portal, tu disais au début, on ne savait pas comment l'appeler, un écran. Eux, ils appelaient ça un lecteur à distance. Aujourd'hui, ils vont commencer à pouvoir l'appeler console portable. Parce qu'elle n'a plus besoin de la PlayStation 5. Est-ce que c'est pas trop tard, tu vois ? Parce que maintenant, le produit il est sorti, les gens, ils ont tous... ça va lui donner une deuxième vie. Tu crois ? Oui, ils ont intérêt à bien réussir leur campagne marketing. Ça coûte combien ? Ça coûte pas très cher, je crois, non ? Alors, j'ai plus du tout le prix en tête. Tu me mets un doute. 250 ? Ouais, un truc 250, je crois que c'était le mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, ça passe en 1080 en streaming. 220. Ça passe en 1080 de streaming, 60 FPS, donc on est quand même sur d'une bonne qualité de streaming. Bon, faut au moins 10 gigas. Juste pour conclure, 10 gigas 10 gigabits 10 mégabits de connexion. De bande passante. De bande passante. D'accord. Juste pour conclure, pardon. Non, mais il faut quand même 10 mégas, quoi. Voilà. Pour en 1080, si tu commences à 5 ou 7, tu peux quand même. Juste pour conclure, Xbox avait déjà son service de cloud gaming très connu. Là, ils permettent désormais sur vos PC, tablettes, smartphones, quand vous avez du cloud gaming, de streamer les jeux que vous avez sur votre propre console. Ça, pour le moment, c'était réservé aux gens
qui avaient des iPhones et des iPads où on avait accès à ce qu'ils appellent console streaming, c'est-à-dire pour le moment, pas besoin d'abonnement, juste de l'appli Xbox, et vous pouviez avoir accès à distance à vos propres jeux. Merci beaucoup Mélinda et merci Anthony. Et tiens, c'est rigolo parce qu'on parle de Xbox, on va en parler dans un instant avec l'histoire de cette console mythique. Est arrivée en 2001, c'était au CES de Las Vegas. Et c'est Christophe Joly qui va nous raconter tout ça. Tiens, si vous aimez la tech et si vous aimez notamment l'intelligence artificielle, je vous propose un rendez-vous que vous pouvez retrouver en replay que nous vous avons diffusé sur BFM Business. C'était jeudi dernier, c'est la nuit de l'IA. Avec des invités prestigieux. Si vous vous intéressez à des boîtes comme OpenAI ou Perplexity, eh bien nous avions des porte-paroles de ces deux sociétés. Luc Julia était là aussi pour parler de voitures autonomes et connectées. Donc, la nuit d'IA en replay, si le cœur vous en dit. Merci beaucoup à tous les deux. Merci François. Merci Belinda et Anthony. Et la suite de quoi je me mêle tout de suite avec Christophe Joly. Et on vous retrouve tout à l'heure pour le petit module bonus. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.